Donc de penser comme un rat, en fait, je reviendrai aux animaux, mais je dois dire que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions est venu après une sortie de scène à la Dalida, on va dire ça comme ça. J'avais dit, après l'exposition de la Villette, en fait, alors là on va ouvrir deux voies et ce seront les deux voies que je vais explorer maintenant. À la fin de l'exposition de la Villette, quelques mois auparavant, tant Yolande Bacot, Catherine Mariette que d'autres m'avaient dit, tu sais, tu auras travaillé 4 ans intensément sur cette exposition, tu auras découvert des choses formidables. Je crois que ce qu'elles essayaient de me dire, c'est que tu auras vécu quelque chose de l'ordre de l'extrêmement intensifié. Donc un contact avec des savoirs, etc. Et ce qu'elle me faisait comprendre, c'est la vie après, elle va être un peu plate. Et ce sera difficile pour toi de ne pas te répéter. Je vais dire par là que cette exposition va te donner une certaine visibilité, me disait-elle, et on va certainement te demander souvent d'intervenir, et il te sera difficile à un moment donné de ne pas être très répétitive, de ne pas dire tout le temps la même chose, de tenir le même discours, et il faut se méfier de ça. Oui, je crois que c'est ça qu'elle me disait, Yolande, en fait. Et donc elle me disait, si tu veux un bon conseil, pendant quelque temps, sors du sujet des animaux et fais autre chose, et ça t'évitera de partir dans une espèce de ritournelle. Et je trouvais que l'idée était bonne. Et c'est donc quelques mois avant l'ouverture de l'expo, donc dans les derniers mois de la préparation, que m'est revenue cette histoire de coup de colère que j'avais eu à la mort de ma sœur, de comment on pense cette expérience, comment est-ce qu'on fait avec cette expérience, parce que c'est vraiment l'expression qui m'a, je pense, qui m'a le plus marqué, comment on fait avec cette expérience de la perte de quelqu'un, comment les autres font. Est-ce que des gens sentent des présences? Comment est-ce qu'elles sont là, les présences de nos morts? Comment est-ce qu'on les active? Qu'est-ce qu'on en fait et tout? Et donc, je m'étais dit, et si je m'intéressais à ça? Et donc, j'ai décidé qu'après l'expo, je m'intéresserais à cela. Seulement, donc, dès les derniers moments, au moment du vernissage notamment, et puis je devais rencontrer pas mal de gens, des journalistes, des gens à l'exposition et des choses comme ça, des contactés, les gens me disaient, mais maintenant, tu vas faire quoi? Ou maintenant, vous allez faire quoi? Et je disais, mais j'aimerais bien m'intéresser à un autre sujet qui est, j'ai plus envie de m'intéresser aux animaux. Voilà, j'ai plus envie de faire les animaux. C'est ça que j'appelle une sortie de scène à la Dalida. Vous allez comprendre pourquoi Dalida est convoquée ici pour témoigner des fausses sorties de scène. Je voudrais même m'intéresser à autre chose que aux animaux. Je voudrais bien quitter un peu les animaux. Donc je crois que j'ai quand même pas mal fait le tour. On n'a jamais fait le tour, mais ça je ne le savais pas. Et donc je voudrais bien m'intéresser à un autre truc qui est quelque chose qui nous arrive à presque tous. C'est, je voudrais bien savoir comment les morts entrent dans la vie des vivants, comment ils continuent à les activer, comment ils continuent à les interpeller, comment ils continuent à réclamer qu'on s'en souvienne, etc. Et j'ai remarqué que quand je disais ça aussi simplement que ça, les gens me disaient deux possibilités. Ou bien ils me disaient, ah, mais tu dois aller à Mexico, tu dois aller à Madagascar, tu dois aller en Thaïlande, tu dois aller... Et donc je me disais, tiens, mais est-ce qu'on est si pauvre que ça, que pour que si je parle d'investiguer un sujet qui pourtant nous arrive à tous, on m'envoie à des milliers de kilomètres de chez moi. Donc ça, c'était une vraie question. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'était la première possibilité. Puis il y avait la deuxième qui, heureusement, rattrapait la première. Et les gens qui me disaient... Et donc, je donne un exemple. Je disais, ah, tiens, j'ai une de mes amies qui m'a raconté qu'elle portait les chaussures de sa grand-mère pour qu'elle continue à arpenter le monde. Je connais des gens qui, une de mes amies, après avoir perdu son mari, ben, toutes les nuits, il venait, mais bien présent dans la chambre. Et un jour, elle lui a dit, écoute Hubert, c'est fini maintenant. Tu nous as déjà fait assez souffrir. Tu nous as lâchés, les filles et moi. C'est déjà assez difficile comme ça. Alors maintenant, tu te décides, ou bien tu es mort, ou bien tu es vivant, mais tu ne restes pas comme ça entre les deux. Et puis il n'est plus jamais revenu. Et donc, les gens me racontaient qu'il y avait des modes de négociation, qu'il y avait des modes d'appel, qu'il y avait des modes de convocation, qu'il y avait des rituels.
et qu'il y avait des tas de choses, quelqu'un allez, puisque j'ai perdu ma sœur, je peux aussi parler de ça. Mon beau-frère, par exemple, chaque année à son anniversaire, le 4 novembre, fait le repas qu'elle préférait. Ils mangent tous le repas d'anniversaire. Et c'est des pâtes aux langoustines, par exemple. Et ils font le gâteau que maman préférait. Et c'est une façon de la garder avec, etc. Et je pouvais raconter toutes ces histoires, et pas nécessairement en disant qu'il s'agissait de mon beau-frère, en disant je connais quelqu'un qui... Et les gens me racontaient. Et dès que je disais ça, moi, ça s'est peuplé d'histoires. Et donc, j'ai jamais dû commencer vraiment cette enquête. En fait, je n'ai jamais ni commencé, ni jamais commencé. J'ai jamais posé de questions à personne. Simplement, comme je suis, on ne sait jamais très bien ce que je fais, puisque je sortais de l'exposition et quelques temps après, et sur quoi tu travailles maintenant? Puisque, en fait, je pense que je bénéficie quand même d'une grave accusation de la part de mes amis, c'est que si on me parle d'autre chose que de mon travail, il y a peu de chances de m'intéresser. Ce qui est absolument faux. J'adore bouffer, j'adore boire, j'adore aller à la mer, j'adore le soleil, j'aime les beaux vêtements. Bref, donc il y a plein de choses, mais en général, il y a une espèce de préjugé qui pèse sur moi et qui n'est pas tout à fait immérité, je reconnais. C'est que si on veut vraiment m'appâter, il faut me demander ce sur quoi je travaille et voir s'il n'y a pas quelque chose à m'apporter. Et de fait, ça s'est passé comme ça. Donc, tout le monde, et que tu fais pour le moment? Sur quoi tu travailles? Ah ben, je travaille sur les morts, etc. Ah, incroyable! Non, mais ma grand-mère, moi, ou bien mon père, ou bien moi-même, ma mère, ou mon copain, ou ma copine, ou j'ai entendu que. Il y avait ça. Et puis, les gens me donnaient des conseils. Et des conseils d'une rare pertinence. Tu devrais lire ceci. Tu devrais voir tel film. Il y a même un ami à qui je racontais ça qui dit oh, j'adore ça, c'est bien que tu quittes les animaux. C'est vrai que tu vas commencer à tourner en rond. Le lendemain, dans ma boîte aux lettres, j'avais Six Feet Under, première saison. Génial. Et donc voilà. Et donc je fais cette enquête qui n'en est pas vraiment une en fait. Et pour laquelle d'ailleurs j'ai trouvé une modalité qui permettait de pallier à l'absence de cadre, puisque je ne posais pas de questions, je faisais que déclarer une intention. C'était presque ça, c'était des déclarations d'intention. Et j'ai fini par adopter un cadre assez particulier qui marque mon goût pour les dispositifs. C'est que, comme je me rendais compte, et on était juste un peu après l'ouverture de l'exposition de la Villette, donc on est mi-septembre 2007, pardon, je me dis, il faudrait un cadre, et je reçois tellement de bons conseils. Ils sont tellement pertinents. Je ne les comprends pas tous. Quand on me dit, lis le livre Nécropolis, qui est un polar, je lis et je me dis, bon, mais pourquoi celui-là? Tous les polars mettent un mort en scène. Tous les polars mettent un mort pour lequel on se mobilise. Tous les polars mettent un mort hyper actif qui continue à faire tout le temps intrusion dans la vie des vivants, qui peut même leur pourrir la vie éventuellement, puisque l'inspecteur, c'est presque un lieu commun du polar noir américain. C'est l'inspecteur se retrouve il recommence à boire alors qu'il avait bien arrêté, il recommence à fumer, sa maîtresse le quitte parce qu'il ne s'occupe pas assez d'elle, parce qu'il est tout le temps fourré avec sa morte dans ses dossiers, bref. On sait bien qu'une morte ou un mort peut complètement modifier la vie. Et donc, je ne voyais pas pourquoi celui-là, et je me disais, mais finalement, ce n'est pas grave. Si je ne comprends pas pourquoi, à un moment donné, je comprendrai. Et donc, j'ai accepté que des tas de choses échappaient à ma compréhension. Ce qui veut dire que je me suis mise, en fait, sans m'en rendre compte, c'est après que je l'ai réalisé, dans le même régime d'énigme que celui que les morts posaient aux vivants. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui arrivent et on ne comprend pas. Déjà, la mort elle-même, on ne l'a pas comprise, on va mettre des années à la comprendre. Et toutes les énigmes après, de toutes les sensations, les sentiments de présence pour les gens à qui ça arrive, le sentiment de chagrin ou de pas chagrin ou de joie, parce que parfois il y a de la joie avec les morts, etc. Tout ça, les gens acceptent de ne pas comprendre et font avec. Et font avec cette non-compréhension en se disant, un moment ou l'autre, je comprendrai. C'est vrai qu'ils le disent après, un moment ou l'autre, on comprend au moins quelque chose. C'est peut-être pas ce qu'on devait comprendre, mais on comprend quelque chose. Et je me suis mise en fait avec mon enquête dans cette posture de me dire que chaque fois qu'on me donnait un conseil, si je le suivais aveuglément, c'était très important que j'accepte de ne pas comprendre parce que ça rompait totalement avec mes habitudes académiques de tout contrôler, enfin de contrôler une bonne partie, même les dérapages qu'on croit. On croit qu'on les contrôle, les dérapages, mais enfin bon, on a l'impression que c'est sous contrôle. Et je me suis dit, j'avais beaucoup lu Sophie Calle, ce que j'appelle les parcours d'obéissance de Sophie Calle, et je me suis dit, bien, un an jour pour jour, à partir de la mi-septembre, 16-17 septembre 2007, pendant un an jour pour jour, puisque je n'ai pas de cadre, je vais m'en créer un à la Sophie Calle, et je vais obéir à tout le monde, si je sais qu'ils ont bien compris. Donc s'ils me disent, tu devrais aller à Madagascar, ils n'ont pas compris que c'est ici et maintenant que ça m'intéresse, et donc je n'obéis pas à la jonction, va à Madagascar. Par contre, si on me dit, va un peu voir chez les spirites, lis un peu Nécropolis, regarde un peu tel film, va voir tel japonais,
rencontre un thanatopracteur, va au musée de l'enterrement à Vienne. Eh bien, je me suis dit, tous ces ordres, je les suivrai aveuglément, c'est-à-dire au sens propre aveuglément, je ne chercherai pas le motif. Le motif devra lui-même, à un moment donné, apparaître au contact d'autres motifs. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Mais ce n'est pas une enquête qui prenait énormément de temps. Et puis elle ne progressait pas, en fait, je vais dire. Je ne me voyais pas beaucoup avancer parce que j'avais essayé de lire la littérature sur la mort et ça m'est tombé des mains. J'avais essayé de lire les trucs sur le deuil et ça m'était tombé des mains. J'étais presque en colère, comme à l'époque où on m'avait dit que où sont les morts, on ne sait pas. Et donc j'avais l'impression de ne pas trop travailler. Et c'est à ce moment-là, moi qui avais juré donc de ne jamais revenir aux animaux, je continuais à faire quand même des conférences sur les animaux. Bon, je ne pouvais pas faire beaucoup de conférences sur les morts parce que je n'avançais pas dans cette enquête. J'avais de plus en plus d'histoires, mais je ne savais pas encore très bien qu'en faire, quoi. Donc, j'avais juste quelques intuitions, mais c'était trop tôt. C'était vraiment trop tôt pour dire quoi que ce soit. Et puis, on était un soir du mois d'août. Je pense que je ne sais plus si c'est 2010 ou 2011. Et c'est l'anniversaire de mon fils. Il est avec tous ses amis. Ma mère est venue, ainsi que deux de mes amis les plus proches. Et ma petite nièce est là aussi. Et puis, on les laisse un peu bavarder entre eux. Et nous, les femmes, on va à la cuisine, évidemment. C'est-à-dire, eux, ils étaient dehors, il faisait froid. Nous, on rentre à la cuisine où il faisait chaud. Et on s'installe à table et on boit une petite bouteille tranquillement et on se met à papoter, vraiment, en attendant que la fête se finisse, parce qu'on devait rester là pour tous ces jeunes gens qui fêtaient, je ne sais plus le quantième anniversaire de mon fils, sans doute son 25e anniversaire ou quelque chose comme ça. Et puis, on se met à papoter, puis la conversation s'étiole un peu, puis à un moment donné, une de mes amies dit est-ce que vous avez... Alors là, c'est vraiment anecdotique et stupide, mais j'adore les choses anecdotiques et stupides quand elles vous donnent des idées incroyables. Elle dit est-ce que vous avez déjà joué à l'abécédaire avec les garçons quand vous étiez adolescente? On ne connaissait pas. C'est quoi? En fait, il faut avoir réussi à embrasser un garçon par lettre de l'alphabet. Donc, il faut un Albert, un Bernard, un Charles. Et puis, conversation continue. Et donc, chacune se met à se dire, tiens, mais où est-ce que j'en suis du processus de l'abécédaire? C'était plus stupide que ça. Mais on riait, d'autant plus que ma mère était là et que ça faisait énormément rire ma mère qui avait une vie extrêmement vertueuse. Et donc, on découvre d'abord que ma mère avait eu un Y, en plus du R de mon père, Robert, mais que ça se limitait à ça. Donc, on lui a dit, bon, ben, on n'avait aucune, évidemment, un abécédaire complet, même la plus délurée d'entre nous, qui était une fameuse délurée, qui était un peu plus âgée que nous en plus, donc elle avait de quoi y faire. Et on se rend compte qu'on n'a pas d'abécédaire complet, mais que si on met tous nos abécédaires ensemble, on arriverait peut-être à quelque chose de complet. Et donc, donc c'est complètement idiot ce que je raconte, mais bon, on se détend. Tu parles d'une détente. Et donc, on met l'abécédaire ensemble et on voit qu'on arrive presque, mais qu'il manque, je crois, un i. Et je crois que c'est tout. Il manque un i et c'est tout. Et donc, la soirée se termine par ma mère retournant chez elle. On lui appelle un taxi. Et on lui dit, mais comment il s'appelle ton voisin? Il dit Ismaël. On dit, maman, ma mère qui était si drôle en même temps, mais quand même. Maman, tu sais ce qu'il reste à faire. Demain matin, ou peut-être même cette nuit, tu vas sonner chez ton voisin et tu dis que c'est pour le bien d'un nouveau collectif qui vient de se créer. Donc ma mère rit beaucoup. Et je ressors de cette soirée, mais éperdue de gratitude pour mes amis qui ont tellement amusé ma mère, qui lui ont fait revivre une espèce de... Je veux dire, elle revivait une jeunesse d'adolescente, enfin de foutu nigo d'adolescente avec leur abécédaire. J'étais vraiment heureuse, je suis allée dormir heureuse en me disant, ma mère a passé une vraiment très bonne soirée, alors que les choses, on le sait, et je l'ai dit, ne sont pas faciles pour elle. Et je pense que je crois que papa venait de mourir peu de temps auparavant. Donc on était, oui c'est ça, mon père est mort en 2009 et donc moi j'étais tellement heureuse de la voir rire et parler des garçons, et évoquer ses propres souvenirs de jeunes fiancées, etc. C'était très gai. Et je suis donc allée dormir et je me suis réveillée au beau milieu de la nuit en disant, mais il faut faire un abécédaire sur les animaux. Ce serait, pour chaque animal, il y a un mot qui doit vraiment flasher, qui doit correspondre à une question. Ah, est-ce que les animaux sont des artistes? Et je savais que j'avais écrit une conférence sur cette question-là, je pense. Non, je n'avais pas une conférence, mais j'avais écrit un petit texte que j'avais gardé dans mes tiroirs, parce que j'avais plein de textes dans mes tiroirs, des petites choses que j'écrivais
mais comme ça, pour m'amuser ou pour une conférence ou dans des mails avec des amis et des choses comme ça. Et je savais que j'avais écrit sur les éléphants peintres en Thaïlande et que je m'étais dit, tiens, est-ce que les animaux peuvent être des artistes? B, ah, mais pourquoi est-ce que les animaux ont besoin d'être aussi bêtes, quoi? Comment est-ce qu'on les rend bêtes? Ah, je me disais, mais c'est vrai qu'on m'a demandé un jour une conférence sur l'imitation. Des psys m'avaient demandé une conférence sur l'imitation parce que c'était une journée sur l'imitation. Et j'avais constaté que les animaux, ils étaient assez étonnants, on disait qu'ils ne pouvaient pas imiter, et que le jour où on a enfin reconnu qu'ils pouvaient imiter, on a dit que c'était une compétence moindre. Enfin bref, non, c'est plutôt la merde. Que tant que c'était une compétence moindre, on disait, oh, mais les animaux, il faut qu'imiter. Et puis un jour, on a découvert qu'il fallait des compétences cognitives extrêmement sophistiquées pour imiter. Donc on a dit, ah non, mais les animaux, c'est pas vraiment imiter, ce qu'ils font, c'est de l'émulation. Donc voilà. Et puis c'est que ce sera bien ces corps. Ah ben oui, je me souviens, j'ai écrit un jour un petit truc où Shirley Strump se posait la question de savoir si elle pouvait faire pipi devant les babouins qu'elle observait. Mais c'est le corps, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de son corps quand on est sur le terrain? C'est comme corps. On fait quoi avec le corps? Bon, D. Ah oui, j'ai aussi écrit un petit truc dernièrement, où il y a un an d'ici, parce qu'il y a des animaux qui sont de plus en plus des véritables psychopathes, sociopathes plutôt, les éléphants qui détruisent tout sur leur passage, les singes qui volent les caméras des touristes pour les racketter, etc. Est-ce que les animaux peuvent être des délinquants et qu'est-ce que les procès du Moyen-Âge pourraient nous apprendre aujourd'hui? Et donc j'ai continué lettre après lettre pour finir par queer, les animaux sont-ils homosexuels? Z, la zoophilie, qu'est-ce que c'est? Comment la zoophilie est un... Je ne sais plus comment c'était le titre de cette question. Est-ce que... Bref. Et donc, et je suis sortie de cette nuit, enfin, de cette... Non, j'étais insomniaque, enfin, cette nuit-là, j'étais insomniaque, mais heureuse comme tout, en me disant, mais voilà, j'ai un projet. Hein, parce que je trouvais que mon projet avec les morts, même si c'était un projet qui m'habitait très fort, il manquait un peu de... Enfin, ça manquait de consistance, quoi, puisque je ne faisais pas vraiment de la recherche. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me redonner un petit peu d'élan, ça me redonnera des forces et du courage, parce que l'autre sujet était quand même ça peut marcher dans du sable que ce genre de sujet-là. Et donc, je me suis levée dans mon insomnie, j'ai pris du papier et j'ai commencé à faire un alphabet et j'ai écrit à toutes les lettres, voilà, 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 voilà. Et puis je me suis dit, c'est très bien, eh bien maintenant il ne reste plus qu'à les écrire, je vais prendre les conditions, je prends ma petite automobile, je vais me mettre dans un endroit où j'adorais aller écrire parce qu'il y avait beaucoup de lumière et parce que les jours étaient plus longs. Et je suis allée m'installer et puis je l'ai écrit, voilà, très vite, comme d'habitude, en faisant 3-4 heures de sommeil chaque nuit et en me levant en même temps que le soleil, ce qui au mois d'octobre dans les Pyrénées était relativement possible et encore agréable. Puis en allant au-delà du coucher du soleil, et puis voilà, c'était fait très vite. Et puis je l'ai envoyé à mon éditeur qui m'a bien sûr fait son travail d'éditeur, c'est-à-dire changer certaines choses et tout, et c'était très bien comme ça. Mais c'était un livre qui était très gai à écrire. Je sais bien que je riais en l'écrivant. Et puis j'ai repris mon enquête, et puis j'ai recommencé à m'attacher à cette enquête, et là, ça a été une longue enquête en fait, puisque là, elle a duré jusqu'à... je crois que le livre a été publié en 2015, donc si mes souvenirs sont bons. Et ce livre, voilà, oui, oui, tout à fait, il a été publié en 2015, donc ça veut dire que j'ai commencé à y penser, si je ne prends pas en compte mon premier acte de colère, qui n'était pas encore le début de la recherche, mais que j'ai commencé à y penser en 2007. Il a quand même fait presque 8 ans, a connu 2 morts, notamment celui de mon père et celle de ma mère. Euh, oui, ou ces mots sont dans le livre, mais sur un mode très discret, puisque je ne parle à aucun moment de mémoire à moi. Enfin, c'est pas mémoire à moi. J'ai décidé de scander. Alors, ce livre qui est une véritable recherche, donc c'est une collecte d'histoires, c'est toutes les histoires qu'on m'a racontées, où j'essaye aussi par moments avec un peu de théorie d'équiper ça en disant mais de quel type d'ontologie avons-nous besoin? Qu'est-ce qui empêche de penser ça? Qu'est-ce qui fait qu'on disqualifie tellement les gens? Où je parle des spirites, où je parle des histoires qu'on me raconte, où je parle de toutes sortes d'expériences. Et j'ai décidé d'entrecouper chacun des chapitres de récits ou de théories par une histoire, la même, dont je suis le cours. Et en fait, c'est une histoire assez belle, en fait. Enfin, je suis fière d'en être héritière. C'est une histoire que mon père me racontait. Depuis très longtemps, mon père me racontait. Il me parlait beaucoup de sa famille, à moi, parce que j'étais beaucoup plus intéressée que mes frères et sœurs par les questions de qui a fait quoi, d'où est-ce qu'on vient, etc. Et mon père me racontait donc qu'il était... que son père, donc lui-même était orphelin de son père, mais il l'avait connu jusqu'à l'âge de 13-14 ans, mais son propre père, me disait mon père, il faut mettre des prénoms, mon père s'appelle Robert, son père s'appelle Raymond, on ne va pas en sortir. Raymond, donc mon grand-père, que je n'ai pas connu, le père de mon père, était lui-même orphelin à l'âge, me disait mon père, de 3 ou 4 ans. Mais
ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est déjà triste, mais ce n'était pas toute l'histoire. En fait, le père de Raymond, donc mon arrière-grand-père, appelons-le, je crois que Joseph, avait, disait mon père, 13 enfants. Et un de ses aînés, le deuxième, me disait mon père, qui s'appelait Georges, devait partir, disait mon père, en camp scout. Son père est allé le conduire à la gare pour partir à son camp. Et le train qui devait l'emmener, en fait, n'était pas encore arrivé parce que le train précédent, pour la même destination, était terriblement en retard et était toujours à quai. Et le père a dit à son fils, prends ce train-là, tu arriveras plus tôt que d'attendre celui que tu aurais dû prendre. Et le fils a pris le train, Georges a pris le train, il était adolescent, et le train a déraillé, et Georges est mort. Et 6 mois après, me disait mon père, ses parents sont morts de remords, de culpabilité pour le père et de chagrin pour les deux. Et donc laissant 12 orphelins désemparés. Et puis mon père me racontait la vie de ces orphelins, et elle était une drôle de vie. D'abord, ils ont été chez le fils aîné. Puis le fils aîné s'est marié, sa femme n'avait pas tellement envie d'élever 12 enfants, jeunes mariés et tout. Et donc ils ont été casés à droite et à gauche, chez un grand-oncle, chez un tel, etc. Et ce que mon père se souvenait, c'est que lui, voyait, c'était ses oncles et tantes, les 12 restants. Et il les voyait presque tous, toutes les semaines, parce que son père et sa mère allaient jouer aux cartes toutes les semaines avec cette famille qui, malgré les séparations, était restée extrêmement unie. Mais non seulement extrêmement unie, mais mon père disait, ils se sont amusés. C'était des enfants qui étaient joyeux. Ils se disputaient, ils se chamaillaient, ils trichaient aux cartes. Ils inventaient des trucs, mais vraiment invraisemblables. Je ne vous dis pas ce qu'ils misaient quand ils perdaient, qu'il ne restait plus rien. Je préfère ne pas le raconter, c'est affreux. Bref, il y a des dentiers qui y sont passés, pour tout vous dire. Alors, voilà, enfin, mon père me racontait des histoires, mais de vie, de joie, etc. Je me disais, c'est extraordinaire. Et en même temps, cette histoire de parents qui meurent de chagrin, je me disais, mais quelle contradiction. Et puis je me suis dit, mais j'ai envie de savoir. Et puis mon père meurt. Donc pendant que je suis en train de faire cette enquête, mon père meurt en décembre 2009. Et je me dis, j'ai envie de reconstituer cette histoire. Pas pour savoir le vrai du vrai, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Voilà, c'est pas le vrai du vrai, mais c'est plus. Et ma mère écrit pour moi un cousin de mon père qui confirme en effet que Georges est bien mort dans l'accident de train, qu'il était accompagné d'un jeune homme, il en savait plus que nous, qui s'appelait Louis Pêtre ou Pétré ou Pestre, il ne savait pas trop bien. Et que l'accident a eu lieu, d'après lui, fin des années, presque aux environs des années 10 ou quelque chose comme ça, et que les parents seraient morts de chagrin. Donc 2009-2010. Et puis je me dis, mais tout compte fait, je commence à avoir des indications, je vais chercher un accident de chemin de fer qui se serait passé probablement gare du Nord à Bruxelles, et je vais chercher sur Internet et je finirai par trouver quelque chose. Et de fait, je trouve des cartes postales montrant le chemin de fer, montrant l'accident de train. Et je comprends qu'il a eu lieu le 14 février, ou le 15 février, pardon, 1904. Que donc pas en 1809, comme disait le cousin de mon père. Je trouve les traces de l'accident. Je regarde, ça ressemble. Il n'y a pas d'autre accident possible à cet endroit-là, dans ces environs-là. Il n'y a que deux morts. Et je trouve, dans le Patriote illustré, du lundi suivant l'accident, un entrefilet avec le nom des deux gamins, Louis Pêtre et Georges Després. Alors je me dis, là, c'est bingo. J'en parle à un de mes amis, journaliste animateur de la RTB, avec qui je travaillais à ce moment-là, Étienne Vercouteren. Et je lui dis, regarde, j'ai trouvé le Patriote illustré, etc. Il me dit, attends, je vais peut-être te trouver la carte postale. Il a réussi à acheter les cartes postales pour moi, il me les a offertes. Et surtout, est-ce que c'est lui? Je crois que c'est lui qui a trouvé que le moniteur belge, en fait, de la semaine suivante, reproduisait les discussions qui avaient eu lieu à l'interpellation du ministre des Transports, des PTT à l'époque, des postes télétransports, postes télégraphes et transports, parce qui est responsable de cet accident de chemin de fer où il n'y a eu que 2 jeunes gens qui sont morts, mais il y a eu 30 et des blessés. Et j'ai pu lire
la discussion qui a eu lieu. Et à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant, je peux raconter chaque chapitre. Je vais raconter l'enquête, à la fois ma propre enquête et à la fois ce qui s'est passé, comment je trouve sur Internet les cartes postales, Étienne, le moniteur, la discussion, raconter qu'est-ce que ça veut dire ces discussions, pourquoi est-ce que le député interpelle le ministre, mais comment est-ce qu'il fait, et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on punisse le cheminot qui était responsable de la signalisation, etc. Tout ça me passionne et je peux raconter à la fois mon enquête, à la fois et qu'est-ce que signifie, pourquoi est-ce que cette histoire. Et je découvre par exemple que les parents sont morts de 5 ans après, mais à 3-4 mois d'intervalle et qu'ils n'avaient pas 50 ans. Alors, maladie, chez des bons bourgeois, plein de santé, etc. J'ai des doutes. Mais en même temps, quel que soit, qu'il soit mort de chagrin ou pas, c'est l'histoire qui est intéressante. Pourquoi est-ce que mon père voulait tant que je sois dépositaire de cette histoire? Et j'ai fini par comprendre que ce Georges, 14 ans, en fait, n'avait aucune chance d'avoir une survie posthume, parce que si ses parents n'étaient plus là pour le souvenir, plus personne n'allait s'en souvenir. Peut-être ses frères et sœurs un peu, mais leur vie allait les reprendre. Et que raconter cette histoire de parents morts de chagrin, c'était la façon de continuer à garder le souvenir de Georges. Et que c'était une façon dont Georges arrivait non seulement à ma génération, mais à la génération de mon fils, puisque mon fils connaît cette histoire, puisque je lui ai raconté. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, alors, c'est que Georges, d'une façon, a une vie beaucoup plus longue que celle d'un adolescent. Un adolescent qui meurt et s'il n'a pas de parents, personne ne va s'occuper de sa mémoire. Que mon père avait trouvé, et sans doute son propre père, un moyen pour laisser Georges dans la mémoire des vivants un temps normal, c'est-à-dire 100 ans. On a droit à 100 ans à peu près. Vous avez droit jusqu'à ce que meurent ceux qui vous ont connu. Et là, c'est tout à fait passionnant. C'est que ça me permettait de raconter une histoire, ça me permettait de comprendre. Et je ne dis pas que c'est pas la vérité, de faire des hypothèses, de tisser un récit sur la manière dont les gens font attention et essayent de garder, de donner, qui est une justice, en quelque sorte, une justice de la mémoire, que ce petit adolescent ne soit pas oublié à tout jamais. Mais ça me permettait, moi, dans mon écriture, je ne voulais pas parler de ce qui m'était arrivé à moi, je ne voulais pas parler de ma sœur, je ne voulais pas parler du chagrin, je ne voulais pas parler de mes parents et du désespoir qu'on a eu en pensant qu'on ne les consolerait plus jamais et que c'était foutu. Mais Georges était la manière pour moi d'introduire dans ce livre qui ne parlait que de vitalité et de joie des morts et de joie des vivants retrouver leur mort et de perplexité et tout. C'était une manière de parler et de dire à quel point il était important de prendre en compte le chagrin des parents. Et donc le chagrin des parents de Georges morts de chagrin était pour moi une façon de ne pas oublier qu'il y avait du chagrin dans ces histoires.